Bonjour Yves Legrand, je m'appelle Hugo Bach, j'ai 15 ans. Je suis actuellement lycéen au lycée Buffon, dans Paris, en classe de seconde. Donc j'habite ici les Moulineaux depuis 2007 et grâce au Clavim, j'ai pu découvrir le conseil communal des jeunes, dont je fais partie depuis 4 ans maintenant. Grâce à cette instance, j'ai pu découvrir de nombreux métiers, dont le métier du journalisme, qui m'a beaucoup plu et intéressé. Je pratique aussi de la natation et de la guitare, qui sont mes loisirs, et je les pratique à Issy les Moulineaux également. Merci de nous recevoir dans ce lieu magnifique et surprenant, qui se trouve dans la ville, ou plutôt sous la ville. Pouvez-vous nous l'expliquer? Alors vous êtes ici dans les anciennes carrières d'Issy les Moulineaux, anciennes parce qu'elles ne sont plus exploitées. On extrayait ici la craie, le blanc de Meudon, pour faire la craie d'école, entre autres, et surtout l'argile pour la manufacture de Sèvres. Et ensuite, ces galeries, il fallait bien les occuper. Donc on en a fait des mûrisseries, on en a fait des champignonnières, des abris pendant les différentes guerres, Gévelot, les fameuses cartouches Gévelot stockaient la poudre, et puis elles ont été désaffectées dans les années 70. Depuis quand ce lieu est-il la propriété de la famille Legrand? Alors, en 1974, mon père, Lucien Legrand, qui est né d'ailleurs à Issy-les-Moulineaux, recherchait des carrières, des caves pour stocker ses vins. Nous achetons ces caves en 1974. Mais là, c'est le début d'une grande aventure, puisque ces galeries étaient abandonnées, en partie effondrées. Il y avait des vestiges de la guerre, des blocs de machines que les Allemands avaient construits. Et nous sommes partis dans des travaux pharaoniques à la dimension de ces caves. Il fallait la foi. Peu de gens étaient avec nous au départ, mais ça n'avait pas d'importance. De toute façon, on était un peu fous, on était plus jeunes. Et nous avons humanisé ces galeries qui, en fait, depuis leur création, étaient un peu un lieu de déshumanisation, puisqu'on travaillait dans la mine, c'était extrêmement pénible, des abris pendant la guerre. C'était un lieu de misère parce qu'on y travaillait durement, on n'était pas beaucoup payé, c'était le temps de Zola d'ailleurs. Et l'une des réussites, c'est que nous en avons fait un lieu humanisé et un lieu de joie, un lieu de rencontre. Les anciennes carrières s'appellent maintenant Chemin des Vignes. Elles sont prêtes à jouer leur nouveau rôle. L'inauguration peut avoir lieu. Alors elles s'appellent Chemin des Vignes parce que nous avons pris le nom de la station de l'autobus, mais surtout nous avons pris de l'endroit où il y avait des vignes. Alors effectivement, après des mois de travaux très lourds, inauguration, grande fête. Et là sont invités tous ceux qui ont participé moralement, ou les entrepreneurs, les ouvriers qui ont travaillé ici, et puis tous les amis, tout le parrainage de la famille. C'était des gens qui étaient habitués à venir chez Monsieur Legrand, à sa table, souvent, et qui s'appelaient Jean Carmet, qui s'appelait Doineau, qui s'appelait Audiard, qui s'appelait Brassens aussi. Tous ces gens qui étaient des écorchés vifs, des artistes, des vivants, qui avaient connu justement cette période dure de la guerre et qui l'exprimaient à travers leurs textes, sont venus baptiser cet endroit au Beaujolais, parce que c'était la fête du Beaujolais. Et c'est vrai que là, il n'y a pas eu d'abus, mais il n'y a pas eu de modération non plus. Voilà. Nous en savons maintenant un peu plus sur le chemin des vignes, mais la présence de la famille Legrand est bien antérieure à 1974. Oui, 1912. Mes grands-parents, mon grand-père, mon grand-oncle, Pierre et Alexandre Legrand, s'installent à Issy-les-Moulineaux avec leurs deux épouses, deux sœurs aussi. Ils prennent leur première affaire, 1912, à Issy-les-Moulineaux, dans ce qui était la rue Ernest Renan et qui est maintenant la rue du Général Leclerc. Cette épicerie d'ailleurs a été tenue jusque dans les années 70 par leurs successeurs. Comment était la ville à cette époque? Alors, l'histoire dit, et les écrits, nous étions vraiment en banlieue. C'était des terres agricoles, mais qui progressivement passaient en friche et devenaient des usines industrielles. C'était le début de l'aviation, de la mécanique, et les usines s'équipaient, montaient. Nous avions le terrain d'aviation. Le premier vol en circuit fermé a eu lieu à Issy-les-Moulineaux. Donc les usines de mécanique se montaient, c'était la recherche, c'était l'effervescence. Nous avions la fameuse cartoucherie Gévelot, les
les premiers compteurs, les compteurs BT, la manufacture des tabacs. Paris rejetait ce qui était polluant hors de ses frontières, c'est-à-dire hors des boulevards périphériques, hors des fortifications. C'était une autre ville. Et la vie d'un épicier? Alors la vie d'un épicier, d'abord l'épicerie était le passage obligé de tous les habitants, parce qu'on allait chez l'épicier pour acheter les épices, pour acheter le pétrole, les huiles, et un épicier était un homme savant, était un homme important, d'abord parce qu'il nourrissait les gens, et puis surtout parce qu'il devait avoir, pour tenir son épicerie, un grand savoir, connaître sa géographie. On recevait les épices des colonies, on savait que le meilleur riz c'était celui de Cochinchine, que les meilleures dates c'était Béjaïa ou d'autres endroits. Voilà, on avait cette qualité de produits. Et puis surtout, on recevait tout ça, je me souviens toujours, moi-même quand j'étais enfant, après, on recevait ça en vrac. Les dattes, le riz. Donc il fallait avoir dans la boutique au moins un chat pour les souris. Et puis, il n'y avait pas de date de péremption, il fallait vendre les produits. Donc il fallait être très bon vendeur. Et ces produits en vrac, il fallait les conditionner en sachets de 1 kg, de 500 grammes. Un compte d'épicier. Ah, voilà une chose qui souvent a été méprisée. Mais un compte d'épicier, ça tombe juste et c'est avec son argent. Et ça, c'est quand même une autre nuance que le côté péjoratif que l'on donnait en disant le compte d'épicier, c'est bidouillé. Non, c'est pas bidouillé, ça compte juste et c'est son argent. Et puis, il fallait sélectionner les produits. Et ma grand-mère m'expliquait que les deux grands-pères, d'abord c'était un peu pour quitter leur femme aussi, hein, ils partaient au Havre avec la de Dion-Bouton, je ne sais pas combien de jours ils mettaient, pour sélectionner les cafés. Et alors les cafés qui étaient au port du Havre venaient d'Amérique du Sud. Voilà. Et ça, ce n'étaient pas les mêmes cafés que ceux qui venaient de Marseille. Là aussi, ils ne descendaient pas à Marseille, mais c'était les négociants qui leur portaient le café. Et les cafés qui venaient de Marseille venaient d'Éthiopie. C'était cette pointe de l'Afrique qui faisait les fameux cafés de grande qualité. Et ces cafés, ils les recevaient en vrac et on les torréfiait. Et la même chose pour les thés. On recevait les thés en tine. Une tine, c'était un grand paquet qui faisait peut-être 20 kilos. Et le thé, c'est très léger. Et faire des sachets de thé et que ça tombe juste, ça, c'était un travail d'apprentissage. Voilà, donc c'était beaucoup de manutention, beaucoup de savoir, on travaillait tout le temps. J'imagine que la guerre de 14 a dû profondément bouleverser la vie de ces deux jeunes couples à peine installés. Non seulement de ces deux jeunes couples, mais de milliers, de millions de gens. Ces deux garçons, ces deux hommes, puisqu'ils avaient déjà fait 36 mois de service militaire, sont rappelés en août 14 et les gens disaient que ça n'allait pas durer longtemps. 4 ans de boucherie de ces deux pays qui ont engendré Hugo, puisque tu t'appelles comme ça, Victor Hugo, qui ont engendré Goethe, Wagner, ses tripes à la baïonnette dans les tranchées pendant 4 ans. Eux reviennent. Ça fait partie des rares soldats engagés en 1914 qui reviennent de la guerre en 1919, parce que la guerre a duré 5 ans et non pas 4 ans. Et ils reviennent à Issy-les-Moulineaux, à peu près en bon état. Mon grand-père blessé plusieurs fois et mon grand-oncle aviateur blessé aussi, mais ils en réchappent. Et ils reviennent à Issy-les-Moulineaux. La guerre est maintenant terminée. La vie de l'épicerie reprend-elle comme avant? D'abord, l'activité ne s'est pas arrêtée pendant la guerre, puisque la boutique était tenue par ces deux femmes qui, comme beaucoup de femmes, guettaient par leurs fenêtres pour savoir si le facteur allait apporter le papier bleu. Le papier bleu, c'était votre mari, votre fils, votre fiancé est tué. Alors, elles n'ont pas eu ce papier bleu, donc elles ont travaillé. En tant qu'auvergnates, elles ont économisé, et ces deux hommes rentrent. Et à ce moment-là, les deux couples ont eu des enfants. Cette boutique de la rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux était trop petite. Et Pierre et Alexandre Legrand ont tiré à la courte paille pour savoir quel est le couple qui partirait et qui s'installerait. C'est mon grand-père qui s'est installé dans Paris en 1919, dans le 2e arrondissement. Cette boutique existe toujours. Et comme ils étaient jumeaux, eh bien leur boutique était jumelle. C'est-à-dire c'était les mêmes produits aux mêmes endroits.
ce qui leur permettait, quand un couple partait en vacances, l'autre remplaçait, et les clients ne voyaient pas que mes grands-parents partaient en vacances parce qu'ils étaient vraiment jumeaux. Ma maman les reconnaissait à leur cravate, mais sinon ils étaient jumeaux de chez jumeaux, comme on dit maintenant. Et les clients disaient, mais monsieur Legrand, vous ne partez pas en vacances. Et comme c'était quand même deux comédiens, ils disaient, mais non, moi c'est le travail qui me repose, je n'ai aucun problème, je n'ai pas besoin de partir en vacances. Le client ignorait qu'il parlait aux jumeaux. 1939, nouvelle mobilisation. Oui, oui, la guerre 14 n'avait pas suffi. La bêtise humaine domine encore. C'est la guerre, c'est la drôle de guerre, 39. Mon père est mobilisé le jour de son mariage. Ils feront leur voyage de noces que longtemps après. Il part pour cette drôle de guerre, il est fait prisonnier et il s'échappe tout de suite, dès le début de la guerre. Il n'avait pas confiance dans la parole de Pétain, c'était un peu bizarre. Ma grand-mère continue à tenir cette boutique avec mon grand-père et en 1940, au mois de juin, peut-être le 15 juin 1940, les Allemands rentrent dans Paris. Ce que les gens de 14 n'avaient pas fait, la génération de 39 a laissé rentrer les Allemands dans Paris. Et les Allemands donnent l'ordre de fermer les boutiques. Je ne sais pas pourquoi. Et pour ma grand-mère, une Auvergnate, il n'était pas question de fermer une boutique. Puisque même l'hiver, elle ne voulait pas que la porte soit fermée. Parce qu'un commerce, c'est un lieu d'accueil. Et donc, 2 soldats allemands, mais les soldats étaient vainqueurs. Ce n'étaient pas des SS, c'est des braves troufions. Ils n'en revenaient pas d'être à Paris. Grosse Paris. Ils rentrent dans la boutique parce que ma grand-mère n'avait pas fermé. Et elle donne l'ordre à ma grand-mère de fermer. Et ma grand-mère dit « Ah non, mais on ne ferme pas la boutique ». Et mon grand-père, qui avait fait la guerre, 14, qui connaissait les Allemands, il était caché sous le comptoir en disant « Mais elle est cinglée, elle est folle, elle va nous faire tuer ». Et elle a chassé les Allemands. Et elle n'a pas fermé la boutique. 1945, mes parents reprennent la boutique qui était tenue par mes grands-parents et le commerce prospère. Nous devenons les spécialistes des vins qu'on appellerait aujourd'hui écologiques. Paris, toute l'intelligentsia parisienne achète son vin chez Lucien Legrand, rue de la Banque. 1970-75, la boutique est trop petite. Il faut chercher un endroit pour stocker, pour mettre en bouteille. Et on revient à Issy-les-Moulineaux. C'est ce que je disais au début de l'entretien. 1973-74, on achète ces anciennes galeries, 2 ans de travaux, et encore plus même après, mais 2 ans de travaux pour cette inauguration et cette mise en route au chemin des vignes. Nous avons parcouru l'histoire de ce lieu et de votre famille. Parlons maintenant du chemin des vignes tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, le chemin des vignes, comme son nom l'indique, parle de vin. Nous sommes marchands de vin. Nous exerçons les métiers du vin, parce qu'aujourd'hui, dans le vin, il y a beaucoup de métiers. Entre autres, celui de marchand de vin, on achète et on revend. Ensuite, nous sommes prestataires de services pour des gens, soit des professionnels ou des particuliers, qui stockent leur vin. Un peu comme on va porter son argent à la banque, eh bien on porte son vin au chemin des vignes. C'est un lieu qui convient parfaitement pour la conservation du vin. Une température constante, une bonne hygrométrie et surtout la quiétude, le silence. C'est ce qu'il faut pour le vin, c'est ce qu'il faut aussi pour les hommes, et ici on a les deux. Et puis nous avons aussi une troisième activité, qui est une activité événementielle. Ce lieu magique, envoûtant, est un lieu aussi de fête, de manifestation, d'exposition, sociétés qui veulent un endroit original et unique sûrement. C'est un lieu de vie ici. Et qui dit lieu de vie, dit, comme je le disais précédemment, transformation. Transformation, ça veut dire culture, c'est-à-dire cette partie de la vie qui n'est pas quantifiable. Et ici, c'est un lieu superbe. Et tout de suite, depuis 1975, et régulièrement, nous permettons à des artistes de s'exprimer, et surtout de s'exprimer dans la masse. Donc c'est un art pariétal, c'est-à-dire modestement, nous continuons ce que faisaient nos anciens il y a 20 ou 30 000 ans. Nous continuons à marquer notre époque sur les murs, et il y a quelque chose d'intemporel, parce qu'ici, dans cette partie de la Terre, dans le minéral, c'est-à-dire c'était la mer qui était ici, nous sommes dans une matière qui a à peu près 100 millions d'années. Ça relativise notre durée de vie.
Donc je rappelle aux gens que la vie est très très courte. 80, 100 ans ou même 150 ans demain, c'est toujours très très court. Et c'est pour ça qu'il faut être joyeux le plus longtemps possible et laisser une empreinte qui fera penser aux générations suivantes qu'on était nous aussi apporteurs de progrès et de savoir-faire. Quand on arrive de l'avenue de Verdun et qu'on passe sous le porche, on est frappé par la présence de vignes. Depuis quand sont-elles là? Les vignes sont à Issy-les-Moulineaux depuis le VIe siècle. Jusqu'au XIXe siècle, tout le haricot parisien était couvert de vignes pour approvisionner la capitale. XIXe siècle, disparition globale du vignoble. Et depuis une vingtaine, une trentaine d'années, des parcelles de vignes ressurgissent. Issy-les-Moulineaux, replantation le 14 février 1989, jour de la Saint-Valentin, le premier pied a été fécondé par Marie-France Cubada et André Santini. Ils ont planté le premier pied de vigne et la renaissance de la confrérie Saint-Vincent d'Issy-les-Moulineaux, qui existait depuis le XIVe siècle et qui avait été dissoute en 1905. Cette confrérie Saint-Vincent d'Issy-les-Moulineaux gère les 265 pieds de vigne et chaque année, c'est une classe de CM2 d'une école d'Issy-les-Moulineaux et c'est un travail pédagogique qui fait les vendanges, qui foule, qui presse. Et puis surtout, ces élèves dessinent les étiquettes. Donc chaque bouteille a son étiquette. Pour l'anecdote par exemple, le Château Mouton Rothschild n'a qu'un artiste et c'est la même étiquette à chaque fois. Nous avons un artiste par étiquette, donc par bouteille. Et nous produisons entre 100 et 200 litres de vin par an. Et les bouteilles sont vendues au profit de la confrérie et de la caisse des écoles. Le vin d'ici est-il un produit uniquement folklorique ou a-t-il d'autres ambitions? Le vin de la confrérie Saint-Vincent d'Issy-les-Moulineaux a pour ambition de regagner progressivement ses lettres de noblesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous avons replanté ce vignoble, nous nous sommes donné tous les atouts possibles pour faire un vin qui rend hommage aux 15 siècles de vignerons qui ont travaillé sur cette terre. Donc, ça n'est pas banal, même si ça reste amusant. D'abord, travailler la vigne, si on veut faire un vin correct, c'est beaucoup d'attention, c'est beaucoup de travail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un grand vin? Qu'est-ce que c'est qu'un bon vin? Eh bien, c'est un vin, quand on le fait déguster avec d'autres vins, qui trouve sa juste place. Et le vin d'Issy-les-Moulineaux est dans plusieurs grands restaurants français. Il a aussi été en dégustation et à la table de l'Assemblée nationale. Donc ça suffit pour dire que c'est un vin intéressant. Donc j'invite les gens à essayer, s'ils le peuvent, de trouver une bouteille de vin d'Issy-les-Moulineaux et de faire une dégustation comparative, mais avec des vins au-dessus de 50 € et même au-dessus de 100 €. Sinon, ils seront déçus. Parce que c'est ce que vaut aujourd'hui la qualité de ce vin qui est vendu 20 €. D'ailleurs, il n'est pas vendu, il est alloué parce qu'évidemment, avec 200, 300 bouteilles, on peut pas, ça n'est pas une production. En tout cas, et ça c'est le plus important, je crois que ce vin, et c'est notre fierté à nous confréries, on peut le comparer à des grands vins parce que il a eu tout le travail, c'est-à-dire c'est la production, c'est les soins. Il n'y a évidemment pas d'intrants chimiques, c'est-à-dire pas de pesticides ni d'insecticides, ça c'est évident. Et puis en plus, c'est un vin qui fait rêver tous les vignerons.
y compris les grands, parce que c'est un vin de luxe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un vin qui n'a aucune contrainte économique. Le chemin des vignes, c'est vraiment une histoire de famille. Et je pense que la saga des Legrand nous promet encore de belles pages. Oui, c'est exact, c'est une histoire de famille. Mais une famille, c'est pas uniquement la famille, le papa et la maman. Une famille, ça veut dire toute l'équipe. C'est une famille de travail, c'est consensuel. Nous sommes dans cette famille de 18, 20 personnes confrontées tous les jours à une réalité. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de nous construire. Et aujourd'hui, mon fils Mathieu, mon dernier fils, est responsable, patron du restaurant ici Guinguette, au-dessus des vignes, où on peut également boire le vin d'ici. Ma fille Aude gère toutes ces caves-là, et mon fils aîné est indépendant, il a sa propre boutique dans la ville de nos ancêtres, qui est la ville du Puy, dans le pays du Volay. Au revoir Monsieur Legrand et merci encore de nous avoir fait découvrir votre univers fait de professionnalisme, de convivialité et de passion.